2 femmes meurent chaque heure voulant donner la vie. C'est dire qu'au Congo-Kinshasa, les efforts conjugués nous placent encore loin de repousser la mortalité néonatale, infantile et maternelle. Antena, le journal, Sylvie Fortuné, Boula. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette grande session d'information sur Antenne A et surtout merci de votre fidélité. Direction au Parlement où le ministre congolais des Affaires étrangères Raymond Tshibanda est allé ce jeudi solliciter l'autorisation de ratification de 3 projets de loi auprès des sénateurs au Palais du Peuple. Le premier touche les investissements entre Kinshasa et New Delhi. Le deuxième concerne le pacte de non-agression entre l'État et le dernier fait mention du respect de l'emblème de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge en République démocratique du Congo. Eric Izami. D'abord, l'accord pour la promotion et la protection mutuelle des investissements signé à New Delhi le 13 avril 2010. Le ministre des Affaires étrangères a avoué que l'Inde a tout finalisé, mais Kinshasa est plutôt resté à traîner le pas et qu'il faut se rattraper. Si pour l'exécutif congolais, cet accord vise à encourager les investissements étrangers et la protection réciproque des investissements, quelques sénateurs ont suggéré que la République démocratique du Congo fasse au moins l'évaluation des investissements existants pour en dégager la vérité et savoir si ceux-ci profitent aux Congolais. Parmi les élus, les uns ont évoqué la promesse non encore tenue de la cimenterie de Kisangani. D'autres ont parlé des barrages de Katende et Kakobola. Aussi, le ministre Tshibanda a martelé sur la nécessité pour le Parlement d'avaliser la ratification de la loi portant respect de l'emblème de la Croix-Rouge pour en garantir l'usage à titre indicateur et protecteur. La République démocratique du Congo, pays bénéficiaire depuis nos actions menées par la Croix-Rouge, est donc appelée à s'inscrire dans la logique du respect de cet emblème et à interdire son utilisation par des entités autres que la Croix-Rouge sur l'ensemble du territoire national. Cela procède des obligations nous imposées par les conventions de Genève de 1949, source du droit international humanitaire. Car l'utilisation abusive du dit emblème a des répercussions négatives non seulement dans la prise en charge des blessés en temps de guerre, mais aussi au respect dû à l'institution neutre qu'est la Croix-Rouge. Enfin, le gouvernement sollicite également l'approbation pour la ratification de l'accord du pacte de non-agression et de défense commune signé à Abuja lors de la 4e session ordinaire du 31 janvier 2005, mais qui est entré en vigueur en décembre 2009. Pour ces 3 projets, le Sénat congolais les a confiés aux 2 commissions permanentes chargées des défenses, sécurité aux frontières et politique administrative et juridique. D'autre part, le coordonnateur du mécanisme national de suivi, François Mamba, a échangé ce jeudi tour à tour avec les délégués de l'Oxfam et de la coopération allemande en République démocratique du Congo. Au cœur de leurs échanges, les questions sécuritaires et la coopération bilatérale entre la RDC et l'Allemagne. Reportage. La coopération bilatérale entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo dans divers domaines et le soutien au processus de paix en République démocratique du Congo étaient au cœur des échanges entre le cordon du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, François Mamba, et la délégation de la coopération allemande. On a discuté comment l'Allemagne peut mieux s'aligner aux besoins prioritaires de ces pays. Nous voyons que l'accord cadre d'Addis Abeba, c'est l'accord principal et maintenant le chemin pour travailler ensemble dans le sujet de la coopération au développement. C'est comment est-ce que la coopération au développement peut mieux se coordonner avec l'implémentation de l'accord cadre d'Addis Abeba. Nous avons désormais un instrument essentiel qui s'appelle l'accord cadre. Ça a été notre devoir de pouvoir donner les compléments d'information concernant la manière dont nous traduisons nous-mêmes, République démocratique du Congo, cet accord cadre en éléments opérationnels. Bien avant, François Mamba s'est entretenu avec les délégués de Oxfam, une confédération internationale qui lutte contre les inégalités sociales. Son délégué du Nord Kivu plaide en faveur de la population de Lubero, victime de l'insécurité. Nous avons remarqué une résurgence de mouvements de groupes armés avec des conséquences humanitaires qui sont très importants, mais aussi de voir quel est le rôle que Oxfam peut jouer dans le renforcement et dans le soutien à tout le processus
liées à l'accord cadre de Addis Abeba. Le retour de la paix en RDC et dans la région de Grand Lac demeure donc une préoccupation pour le Congolais ainsi que ses partenaires. Patricia Moulengo Mbolekuni l'a dit, le retour de la paix demeure une préoccupation pour tous les Congolais et les partenaires au développement. Et bien dans le Nord Kivu, les partis politiques de l'opposition s'insurgent contre l'insécurité grandissante dans la province du Nord Kivu, tel que le Parti libéral pour les développements qui a appelé la population de Goma à observer une journée ville morte le lundi prochain pour la cause pacifique de leur province, et bien sûr la province du Nord Kivu. Les détails avec dans cette correspondance de Pascal Moulegua. C'est suite à l'insécurité causée par les rébellions ougandaises de l'ADF Nalu, rwandaises FDLR et personnes armées dans les villes de Goma, Beni et Butembo, que le Parti libéral pour le développement PSD a appelé la population gomatracienne ce jeudi à observer une journée ville morte le lundi 20 octobre de là en cours. Maître Jean-Paul Lumbulumbu, vice-président national du PSD, et point focal de l'Union des forces acquises au changement IFAC-Est du pays, a justifié cet appel dans le cadre d'interpeller le gouvernement tant provincial que central à renforcer des mesures sécuritaires pour la mise en place des mécanismes efficaces de prévention des barbaries qui ne cessent de faire actualité dans la province du Nord Kivu. Le vice-président du PSD a ainsi appelé les autres forces politiques à soutenir cette initiative au bénéfice de toutes les sensibilités. Goma, Pascal Moulegua, Antenne A. Si les partis de l'opposition s'insurgent contre l'insécurité grandissante de la province du Nord Kivu, à Kinshasa, les forces acquises au changement, elles sensibilisent la population contre la non-révision de la Constitution et sollicite également un dialogue inclusif. Ces partis de l'opposition l'ont dit au cours d'un point de presse ce jeudi à la salle Notre-Dame de Fatima. Paulin Kalamba et Damien Maungu y reviendront dans nos prochaines éditions. Vous le savez, la MONUSCO et le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ont publié hier mercredi un rapport faisant état des violences commises par les agents de la police nationale congolaise lors de l'opération Likofi. En réaction de ces rapports, le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, a tenu un point de presse ce jeudi au cours duquel il a affirmé la poursuite de l'opération Likofi 3 pour mettre fin à des bandes de gangsters dans les grandes villes de la République démocratique du Congo, cas de Kinshasa. Ricardo Bakwa, Eric Izami, reportage. Pour Kinshasa, le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, publié le 15 octobre dernier, s'est écarté de la vérité. Ce rapport a annoncé 49 personnes exécutées sommairement, pendant que Richard Mouyej, ministre congolais de l'Intérieur, dresse le tableau de cette opération du reste, soutenue par l'ensemble de la population. Jamais rapport ne donna une information aussi malveillante que mensongère, car les statistiques connues de tous se présentent comme suit en ce qui concerne les condamnations des délinquants. 105 condamnations au tribunal de grande instance et Tripé Kalamou, 22 acquittements et 49 enfants déférés devant le tribunal pour enfants. 6 dossiers envoyés en fixation devant le TGI Matete et 5 envoyés au tribunal pour enfants de Matete. 11 condamnations au TGI Gombe, 120 acquittés et 105 enfants envoyés au tribunal pour enfants de la Gombe, de Ngaliema et de Kinshasa. 52 condamnations et 12 acquittements au tribunal de grande instance de Ndjili, s'agissant des policiers et autres agents de l'ordre. 34 cas, dont 19 condamnations, 15 en cours devant le tribunal militaire de garnison de Ndjili. 7 condamnés, 4 acquittés par le tribunal militaire de garnison de Gombe et 27 dossiers envoyés à autres parquets. 7 condamnés, 2 acquittés par le tribunal militaire de la garnison de Matete et un dossier a été envoyé à un autre tribunal. Le Bureau conjoint des Nations Unies, insiste le ministre Mouyej, ne doit pas confondre le mode opératoire des criminels qui ont intérêt à échapper à une reconnaissance facile avec celui des policiers utilisés dans l'opération Likofi qui avait le soutien de la population dans leur opération contre le bandit surnommé Kuluna. Chaque 16 octobre, l'on célèbre la journée mondiale de l'alimentation. Suivez ce reportage que vous propose la rédaction. La célébration de cette journée intervient après celle de la femme rurale.
Et pour Joséphine Ngaloula, présidente de l'organisation non gouvernementale Forum de la femme ménagère, alimentation, femmes rurales et femmes ménagères en RDC ont des liens étroits. La célébration de la journée mondiale d'alimentation qui vient juste après la célébration de la journée mondiale de la femme rurale a des liens. Cette célébration a des liens très très étroits parce qu'on ne peut pas parler de l'agriculture sans faire allusion à la femme rurale qui est dans notre pays la principale pourvoyeuse au fait de l'alimentation à travers son travail agricole. C'est ainsi que notre organisation Forum de la femme ménagère ainsi que les organisations membres de notre réseau genre et droits de la femme pensent que l'agriculture doit être la priorité des priorités. Par alimentation, on sous-entend à la fois nourriture et boisson. D'où la sonnette d'alarme tirée par Joséphine Ngaloula concernant la situation des riverains du lac Kivu et les populations vivant dans les zones minières. La ventre affamée n'a point d'oreille. L'alimentation nous aide à vivre. C'est les médicaments par excellence. Quand on n'a pas mangé, on ne peut pas vivre. Quand on parle de l'alimentation, on ne voit pas seulement les produits agricoles, on voit aussi la boisson. La boisson nous alimente, donc nous devons nous abreuver à une eau pure. L'agriculture doit être modernisée dans certaines zones, dixit Joséphine Ngaloula, car la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est aussi jouir d'une alimentation saine. Le ministère de la Santé publique veut vulgariser le cadre d'accélération des objectifs du millénaire et des développements 4 et 5 pour lutter contre la mortalité maternelle et infantile en RDC. Il a animé en collaboration avec l'USAID et l'ONG IMAS hier mercredi un plaidoyer à l'église protestante au Congo ECC en vue de parler de l'importance de ces documents. Sylvain Kapombo-Bosengele, Hugues Moussangelaï. 2 femmes meurent chaque heure au Congo-Kinshasa en donnant la vie. 9 nouveau-nés perdent leur vie en venant au monde. 19 enfants décèdent avant de fêter leur premier anniversaire et 167 n'arrivent pas à atteindre 5 ans d'âge sans qu'ils ne disparaissent. C'est ce qui justifie ces plaidoyers menés auprès de l'église protestante au Congo ECC par le ministère de la Santé en collaboration avec l'ONG IMA, dont le but est de vulgariser les documents stratégiques élaborés pour la réduction de la mortalité néonatale, infantile et infanto-juvénile. En ce qui concerne les objectifs du millénaire 4 et 5, donc la santé de l'enfant et de la mère, le ministère a élaboré un cadre d'accélération pour la réduction. Donc c'est dans sa mission de pouvoir normaliser les choses, il met en place un document qui trace les lignes directives pour pouvoir réduire cette hausse de mortalité des mères et des enfants. Dans ces documents stratégiques, nous y trouvons des interventions à haut impact qui permettront à ce que nous puissions sauver la vie de 430 000 enfants de moins de 5 ans et de 7 900 femmes enceintes d'ici 2015. Il faut noter, hélas, que la RDC fait partie des 6 pays qui portent 50% de la charge mondiale de la mortalité maternelle. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a séjourné dernièrement en Europe, plus précisément à Paris et à Bruxelles, au terme de la mission officielle qu'il a conduite dans ces capitales. Il a pris part au forum politique sur le développement et il s'est entretenu avec des partenaires, bailleurs de fonds et la communauté congolaise autour des questions liées au développement de la ville-province de Kinshasa. Patricia Mouli et Willy Kacha. D'une pierre deux coups, le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, a profité de son récent séjour à Paris et à Bruxelles pour marquer sa présence au forum politique sur le développement organisé par la Commission de l'Union européenne. André Kimbuta Yango a saisi cette opportunité pour évoquer auprès des partenaires et bailleurs de fonds différents problèmes qui freinent le développement de Kinshasa. Au cours des échanges qu'il a eus avec les partenaires et la communauté congolaise de 2 capitales européennes précitées, il a insisté sur un partenariat gagnant-gagnant. En 2035, plus de la moitié de la population d'Afrique habitera dans les villes et sa population urbaine se verra multipliée par 2. Bien que l'immigration reste dans certains pays la principale cause de l'urbanisation, notamment dans mon pays, la République démocratique du Congo,
du fait de mouvements de population provoqués par les conflits armés et l'exode rural. En bon manager, André Kimbuta Yango a réussi à arracher la tenue à Kinshasa en novembre 2014 de la 34e Assemblée générale de l'Association internationale de maires francophones. J'en profite pour rassurer à mes collègues maires, membres de l'Assemblée générale de l'AMF, qu'ils fassent le déplacement de Kinshasa. L'épidémie Ebola est maîtrisée et se trouve à 1500 km de la ville de Kinshasa. Content du succès de sa mission en Europe, André Kimbuta Yango a regagné Kinshasa, la capitale, avec un cœur apaisé. À l'initiative de l'ONG SIPA, le chef de cellule de services sociaux de Kinshasa a pris part à un séminaire sur les personnes vivant avec handicap ce jeudi à l'Institut national pilote d'enseignement de sciences de santé INPS à Kasavubu. Le thème retenu pour cette formation est de l'infirme à la personne en situation de handicap. Natacha Bomongo, Josène Belebele. C'est à l'Institut national pilote d'enseignement des sciences de santé INPS que les chefs de cellules de services sociaux de Kinshasa ont bénéficié d'un séminaire qui a mis l'accent sur la situation de personnes vivant avec handicap. Également du processus de production du handicap, un modèle conceptuel écosystémique facilitant l'identification, la description et l'explication de causes, de conséquences de maladies, de traumatismes et autres atteintes au développement de la personne. Ce qui justifie la présence du professeur Pierre Castellin, président de l'association belge de consultance pour l'amélioration de la participation sociale de personnes en situation de handicap. L'occasion de ce séminaire est évidemment marquée par la ratification le 2 septembre, donc c'est tout à fait récent, de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, donc de la Convention de l'ONU. Et donc c'est vraiment une occasion pour la RDC d'entamer une réflexion justement par rapport à cette réalité des personnes vivant avec un handicap. De sa part, professeur Martial Barouani, directeur de l'INPS, a relevé l'intérêt de cette formation. Il y a une classe sociale dans notre pays qui sont oubliées, ce sont plus les handicapés. Il est venu ressusciter auprès de nous quelle est la place des handicapés dans nos sociétés. Développer de projets personnalisés d'intervention auprès de personnes handicapées, trouver de stratégies provinciales et nationales d'action en faveur de ces personnes, tels sont les sujets qui seront abordés le jeudi 17 et samedi 18 octobre pour mettre fin à cette semaine de personnes vivant avec handicap à l'initiative de l'ONG SIPA. Dans le même registre, les personnes aveugles ont célébré ce 15 octobre 2014 la journée internationale dédiée à la canne blanche sous le thème « Ensemble, unissons-nous pour l'éducation des personnes handicapées visuelles » à Kinshasa. Une journée culturelle a été organisée à l'espace Bomoko dans la commune de Kinshasa en collaboration avec l'ONG Handicap et Société. Sylvain Kapombo, Afrika Mujinga et Mathieu Nyadipovi. Elles sont des personnes vulnérables car vivant avec handicap, mais ne peuvent pas être rejetées par la société. Mais malgré leur état physique, elles sont pétries de talents dans différents domaines de la vie, notamment la musique et le théâtre. Leurs qualités ont été démontrées à l'occasion de la célébration de la journée internationale dédiée à la canne blanche. D'abord, les ballets Ngomantoto des handicapés. Ensuite, la prestation musicale de l'orchestre Andi Musica, conduit par un non-voyant. Cette journée culturelle poursuivait un objectif précis. De donner la chance à tout le monde, que la personne vive avec handicap ou pas. Donnons la chance à tout le monde de s'exprimer par rapport à ce qu'il connaît. L'importance de la canne blanche a été donnée par Jean-Jacques Mwanafungwenchi qui a précisé que cet instrument n'est pas magique. La canne blanche, c'est un instrument de locomotion simplement. Comme vous la voyez, elle peut se plier. C'est un instrument qu'un aveugle peut manipuler simplement pour sa mobilité, pour marcher, pour détecter les obstacles. La canne blanche n'est pas magique, c'est un instrument ordinaire qui permet à la personne aveugle d'avoir une certaine autonomie. Donc elle n'est pas magique, voilà.
L'État congolais a donc intérêt à apporter son soutien aux personnes vivant avec handicap pour leur épanouissement et pour l'émergence d'une société fondée sur l'égalité des droits. Vous le savez certainement, les léopards de la République démocratique du Congo ont défié hier mercredi les éléphants de la Côte d'Ivoire au stade Houphouët-Boigny à Abidjan dans un match retour comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2015. Patrick Borel-Mukendi nous propose encore aujourd'hui les moments forts de cette rencontre. Les léopards de l'RDC n'ont attendu que 4 jours pour asséner 4 coups de griffes aux éléphants de la Côte d'Ivoire en rencontre de la 4e journée qualificative Maroc 2015. Les ambassadeurs congolais blessés par la défaite du match aller ont démarré la partie sur les chapeaux de roue dans un stade Félix Houphouët-Boigny, acquis forcément à la cause ivoirienne. Après plusieurs ratés des part et d'autre, les hommes de Florent Ibenge ont allumé la mèche à la 26e minute par Nice 15 Kebano, sociétaire de Charleroi en Belgique. Bien servi par Yannick Bolazi. Un véritable patron, Yaya Touré de Manchester City, a remis les deux équipes à égalité grâce à un sprint de plus de 35 mètres. Yannick Bolazi reviendra plus tard à la charge pour servir comme sur un plateau en or, coup sur coup Junior Kabananga à la 36e et Jérémy Bokila à la 40e. Au retour des citrons, les défenseurs des oranges caissiers sera expulsé pour mauvais jeu. Salomon Kalou a remis le pendule à l'heure en marquant dans un cafouillage à la 68e minute. Le même Kalou doublera la mise à la 72e, redonnant ainsi le sourire aux Ivoiriens. Au moment où les espoirs des Congolais s'envolaient, Yannick Bolazi des Crystal Palace, tout feu, tout flamme, livrera un caviar à Bokila qui va complètement clouer l'équipe des Renards au pilori à la 89e minute. La qualification est possible, puisque là nous avons joué à l'extérieur, marqué coup sur coup 4 buts contre la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ça relève des prime abord d'un mythe sur terrain, ce qu'on a pu démontrer. Ça redonne espoir et on croit que avec un peu d'organisation en défense, on peut espérer une qualification. Ce n'est plus impossible. Pour aller au royaume de Chérifien de Mohamed VI, les léopards devront rééditer le même exploit à Yaoundé face aux Lions indomptables du Cameroun le 15 novembre prochain avant de recevoir la Sierra Leone au Stade Tata Raphaël 4 jours après. Nous allons lire maintenant le journal paru à Kinshasa dans une sélection et commentaire de Patricia Amouli. Revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La revue de presse de ce 16 octobre débute avec la référence plus qui titre à sa une « Débat sur le budget de l'exercice 2015, Matata Pogno convainc les députés ». Le budget 2015 a été voté à une écrasante majorité par les élus du peuple. Même sujet relayé par les dépêches de Brazzaville qui indique que le projet du budget 2015 déclaré recevable à l'Assemblée nationale. Dans ces colonnes, poursuit les confrères, c'est un exercice devenu routinier pour Matata Pogno qui s'en est tiré brillamment avec le projet de loi financière pour l'exercice 2015 qui est évalué à 9,9 milliards de dollars américains. Et à la prospérité des renchérir, budget 2015, Matata passe. Ce projet de budget a été envoyé à la Commission économique et financière de l'Assemblée nationale pour un examen minutieux avant de revenir en plénière pour son adoption. Enfin, Forum des As revient sur la liste des membres de l'Office national d'identification de la population nommé ce 15 octobre par ordonnance présidentielle. Il s'agit de Mme Geneviève Vinagossi, de M. Mpungu Luamba, de Mme Akingoa, M. Kimvulu Bobo et de M. Adolphe Lumanou. En nommant les personnels devant travailler dans cette structure, Joseph Kabila ouvre la voie au recensement général. Et la deuxième ordonnance est celle du Conseil économique et social qui sera chapeauté par M. Kiamousoke comme secrétaire général. Bientôt, la mise en place du bureau provisoire. C'est tout pour ce soir. Au revoir. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Ce journal est terminé. Au nom de Anne-Marie Ossit, chef d'édition, et Léonard Moéméry, le réalisateur, nous vous retrouvons demain à 19h. Bonsoir.